Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir. Vous l'aurez compris, notre émission va se concentrer quasi intégralement sur ce premier gouvernement de Gabriel Attal, 2 jours après la nomination de ce nouveau Premier ministre. Éric Tegner, si on change aussi peu de choses également aujourd'hui, c'est parce que le macronisme n'a pas de bonne touche, pour faire une métaphore footballistique. Il y a assez peu de réserves. Donc finalement, le Premier ministre, j'allais dire, mais le Président de la République aussi, puisqu'on l'a bien compris qu'Emmanuel Macron a plus qu'une patte sur ce gouvernement, finalement, ils font avec les moyens du bord. Surtout, il faudrait plutôt parler de fond et parler de compétences. Et je vais revenir là-dessus. Moi, je vais vous dire, Julien, je suis plutôt assez surpris depuis plusieurs jours de voir cette sorte de Attalmania où d'un coup, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Villiers. J'ai beaucoup de respect pour Philippe de Villiers, mais on se rappelle qu'il en profite. qu'en 2017, il avait succombé aux sirènes du macronisme pendant plusieurs années, il dressait ses louanges et finalement, ça s'est terminé dans un livre où il disait complètement le contraire. Et là, j'ai l'impression qu'on redécouvre la même chose dès que Gabriel Attal dit... C'est pas le même profil, Philippe de Villiers et Gabriel Attal. Il faudrait restaurer l'État, l'autorité en France. D'un coup, on spam, comme si, en fait, la France était gauchiste et d'un coup, il y avait Gabriel Attal. L'autre point, c'est que vous dites tout à l'heure, oui, mais il y a énormément de LR ou d'anciens LR qui rejoignent le gouvernement. Mais si on commence à se dire que quelqu'un qui vient de LR est de droite, dans ce cas-là, je veux dire que Gabriel Attal, il vient du Parti Socialiste. Il a commencé chez Marisol Touraine, qui était l'aile gauche de François Hollande. Pour autant, personne n'utilise fait ses gammes avec Dominique Strauss-Kahn. Et moi, je veux dire, il y a aussi un manque d'intérêt pour les compétences des différents ministres. Moi, je vais prendre le cas du ministère des Affaires étrangères. On est quand même dans un moment où il y a la guerre en Ukraine, il y a également la guerre entre le Hamas et Israël. Et Stéphane Séjourné, qui sait, j'invite les téléspectateurs à regarder sa fiche Wikipédia, et il a fait une fac à Poitiers, une fac de droit. Il n'a pas fait de géopolitique et il a fait uniquement de la communication politique auprès d'Emmanuel Macron. Donc en fait, il n'a absolument aucune compétence. On ne se retrouve pas du tout avec les Védrine, les Villepin, les Edgar Faure, les Roland Dumas des dernières décennies. Parce que ce sont les conseillers qui font la politique aujourd'hui aussi. Oui, et que le ministre, pardon de me répéter, mais le ministre est un porte-parole. C'est le domaine réservé du chef de l'État aussi, la diplomatie et la politique étrangère. C'est le président qui c'était le cas de Jacques Chirac et pourtant il y avait Dominique de Villepin. Ça a toujours été le cas dans la Ve République et on ne s'est pas empêché de ne pas mettre les communicants politiques à la tête du ministère des Affaires étrangères. Et pour terminer, effectivement, il y a une note quand même dans le fond, le véritable vice-premier ministre, on sent quand même que c'est un peu Nicolas Sarkozy. Et on pense à cette phrase de Patrick Devedjian en 2007 lorsqu'il y avait eu l'ouverture. Il avait dit l'ouverture très bien, mais il faudrait d'abord que ça aille jusqu'aux sarkozystes. D'une certaine façon, Sarko ne l'avait pas fait. Mais Emmanuel Macron vient de le faire. Il y a quand même Prisca Thévenot qui l'avait poussé dès le début pour qu'elle rentre dans le gouvernement. Il y a Stéphane Séjourné, où on sait que c'est la première personne qui a appelé Gabriel Attal lorsque justement Emmanuel Macron lui a dit qu'il allait nommer Premier ministre. C'est un second choix, Stéphane Séjourné. Il a été pris par défaut parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Mme Lagarde a refusé le poste. Mais tous les grands noms des ministères régaliens, ce sont des personnes qui étaient déjà là. Catherine Vautrin, qui est une personnalité importante, qui fait son entrée. Évidemment, c'est le choix d'Emmanuel Macron. Tous ceux qui restent, tous ceux qui conservent leur ministère, c'est le choix d'Emmanuel Macron, qui ont été nommés. Il n'y a pas une personnalité qui a vraiment l'étoffe d'un homme ou d'une femme d'État. On sent aussi que les ministres avec lesquels Gabriel Attal ne s'entendait pas, comme Clément Beaune et d'autres, eux sont sortis. Bien sûr, c'est normal. Il faut une certaine homogénéité dans une équipe. Avant qu'Éric Tegner n'apporte son commentaire, je veux juste qu'on voit 2 réactions, puisqu'on parle de la gauche, des personnalités de gauche qui réagissent à ce remaniement, à commencer par le député Corbière, d'LFI. Sur 15 noms connus de ce gouvernement, 13 viennent de l'UMP, Modem ou réseau sarkozyste. L'illusion macroniste ne prend même plus la peine de se dissimuler derrière quelques pots de fleurs. C'était malgré tout, pardonnez-moi, la principale fonction de la domination de Gabriel Attal. On a Olivier Faure également qui s'exprime, premier secrétaire du PS. La régénération, c'est donc celle des dinosaures sarkozystes. Le réarmement civique, c'est donc la nomination d'une ministre mise en examen pour trafic d'influence et corruption. Il fait allusion à Rachida Dati, sur laquelle on va commencer à parler dans une minute. Après l'effet waouh, l'effet shit, Éric Tegner, et on parle de Rachida Dati. Pour Gabriel Attal, vous savez, de toute façon, on sort... alors Éric Tegner, Karim Abrik, Yohann Usaï, et on parle de Rachida Dati. Il y a le discours de politique générale. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les faits, les actes, les prises de position réelles. On en saura une dans 15 jours. Dans 15 jours, le 25 janvier, il y a la loi immigration qui va être devant le Conseil constitutionnel. On va voir si à ce moment-là, Gabriel Attal, si certaines sont retoquées, va choisir quand même de les réécrire et de les remettre dans le projet ou pas. Et également, est-ce qu'il va reprendre la promesse d'Elisabeth Borne, normalement il est tenu, dès le mois de janvier, de mettre un projet de loi sur l'AME. Donc là-dessus, ça va être très rapide. Moi, j'aimerais juste revenir sur son intervention sur TF1. Moi, je l'ai trouvé extrêmement fragile.
Lorsque vous le regardez, j'étais un peu gêné. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait déjà décelé d'ailleurs lors de son premier discours, on le voyait un peu trembler avec ses fiches. Là, vraiment, je me disais, c'est un peu normal quand même. Oui, mais non. Je me dis, et je pense qu'une partie des gens qui regardent ça, c'est un ressenti, des seniors se disent oui, mais quand même, il est à la tête du gouvernement, il avait l'air très fragile, il répétait souvent les mêmes choses, clairement, il ramait. Et le présentateur l'a aidé d'ailleurs, mais plusieurs fois il disait de toute façon nous c'est la même équipe, pour ça, cher ami, on est là pour la France. Laissez finir, ce que je veux dire, c'est qu'il était très fort ces derniers mois, mais je crains que à ce poste-là justement, il n'est pas le costume. C'est pour ça que le parti va se jouer là maintenant. À mon avis, c'est que ces communicants lui disent dès ce soir. Le défi du président de la République n'est pas gagné d'avance. Nous sommes d'accord. Et puis il a une équipe gouvernementale qui ne lui ressemble pas vraiment, qu'il n'a pas vraiment choisi, c'est une évidence, et son destin se joue maintenant, là dans les jours qui viennent, celui de Gabriel Attal bien sûr. Allez, dernier mot, Karima, et ensuite on parle de Rachida Dati. Il est évident qu'il est un peu fébrile en ce moment, parce que d'abord il n'a pas fait campagne pour Matignon, donc il n'a pas eu le temps de s'y préparer, ça lui tombe dessus comme ça, et qu'en l'espace de 48 heures, il est nommé Premier ministre à 34 ans, rendez-vous compte, si ça m'arrivait, effectivement, je serais un peu tremblant en allant au journal de 20 heures. On verra dans les jours qui viennent et dans les semaines qui arrivent, si effectivement il arrive à prendre à l'habit. Si ça n'est pas le cas, ça sera problématique. Mais Édouard Philippe tremblait pas, il n'était pas préparé. Oui, mais il n'avait pas le même âge. Il était beaucoup moins connu. Simplement, pardon. J'ai pas entendu. Édouard Philippe, il n'était pas connu des Français. Non, mais il faut lui laisser le temps. Les amis, je vous en conjure, les gens qui nous regardent, dès que ça commence à être cacophonique, c'est inaudible. Éric Tegner, en 20 secondes avant de marquer notre dernière pause de la soirée. Oui, après avoir parlé de marketing, de com, de politique, etc., j'aimerais rappeler deux choses sur le fond au sujet de Rachida Dati. D'une certaine façon, c'est pas simplement la Sarkozy Connection qui arrive, c'est aussi la Qatar Connection. On voit les accusations sur Darmanin. On sait, il faut le dire, que Rachida Dati est une soutien fervente du Qatar. Et ça, c'est mis en avant. Et je pense que sur les éléments de fond, quand on dit que c'est une droitisation aussi du gouvernement, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler une deuxième chose aussi, c'est que Rachida Dati est connue pour être une fervente soutien de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Et ça, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas l'oublier non plus quand on parle de Rachida Dati et de cette supposée droitisation en raison de son ralliement. Je rêverais d'être une petite souris pour assister aux premiers échanges entre Rachida Dati et Éric Dupond-Moretti. Ça, c'est la question des peines planchées, effectivement, où c'était quand même un des sujets phares de Rachida Dati. Et aujourd'hui, Dupond-Moretti, il a complètement tout balayé. C'est pareil, quand on parle de droitisation du gouvernement, je suis désolé, en fait, on a toujours un ministre de la Justice aujourd'hui, Dupond-Moretti, qui en fait est responsable de ce laxisme judiciaire à l'égard des délinquants dont on parle très régulièrement sur CNews. Mais vous savez, être ministre de la Culture, ça donne certaines possibilités, certains pouvoirs aussi. Et moi, j'aimerais lui donner une idée, Rachida Dati. On verra bien ce qu'elle va en faire. Chaque année, Libération, cette année, l'année dernière, par exemple, a touché 11 millions d'euros de subventions. Ça dépend du ministre de la Culture. Comme beaucoup de quotidiens et de médias. Mais pas Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est un peu d'une certaine façon le Libération de la droite. Est-ce que Valeurs Actuelles n'a plus de subventions depuis, il me semble, 2014, donc ça fait près d'une dizaine d'années. Est-ce qu'il va y avoir ce fameux rééquilibrage, ce fameux en même temps également, avec cette possibilité d'avoir des médias de droite? La différence, c'est peut-être que Valeurs Actuelles se vend un petit peu, là où Libération peine à trouver des lecteurs. Le Monde, aujourd'hui, a 400 000 abonnés, et pour autant, c'est les premiers à recevoir des subventions. Donc ça, on verra bien aussi, parce que quand on se rappelle de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy lorsque, justement, ils avaient pris la culture, ils l'ont mis à gauche. Elle a des chantiers. Pourquoi pas une réforme du service public? Éric Tegner. Je pense commentaire sur ce. C'était il y a un an, un peu plus. Celui qui doit avoir des sueurs froides ce soir, c'est François-Xavier Bellamy. Parce que, en fait, l'avantage politique de ce gouvernement, c'est qu'il met en avant des punchliners comme Rachida Dati. Et c'est exactement le type de match auquel Marine Le Pen et Jordan Bardella souhaitent. Et là-dessus, Bellamy, en fait, il va avoir le problème qu'il a eu également en 2019, c'est-à-dire la problématique du vote utile, où les gens de droite vont se dire, de toute façon, les LR, ils sont partis au gouvernement, donc il vaut mieux voter pour la liste Renaissance plutôt que de laisser Marine Le Pen arriver en tête. Le deuxième élément, moi, que je trouve en revanche plus problématique, c'est que ces derniers jours, on voyait justement dans la presse des articles qui disaient que Gérard Larcher, Éric Ciotti, donc cette droite parlementaire dont a besoin Emmanuel Macron pour faire voter des lois, notamment sur la deuxième loi travail qu'ils vont devoir faire voter cette année, ils espéraient ne pas avoir de débauchage.
parce qu'à chaque fois, c'est les exaspère. Et le dernier remaniement, justement, il n'y avait pas eu ce type de débauchage individuel chez les Républicains, et Gérard Larcher l'avait salué. Et alors qu'on n'a pas pu du tout anticiper cet élément, je pense que ça peut créer justement un risque au niveau du Parlement. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ces derniers points, le tweet de Renaud Muselier, qui est assez amusant, où il dit, et je trouve que ça résume un peu tout, il y a finalement aujourd'hui plus de cadres des Républicains au sein du gouvernement qu'à la direction du parti de Vaugirard. Éric, un dernier mot. Finalement, ce gouvernement aussi, il y a la question des européennes, mais aussi, on se rappelle d'Emmanuel Macron qui a dit que ça doit être l'année des fiertés, c'est-à-dire qu'il voulait remettre un peu du positif. Il y a les Jeux Olympiques, mais quand on parle de culture, il y a aussi la réouverture de Notre-Dame de Paris, le 8 décembre prochain. Et donc, évidemment que c'est quelque chose qui compte pour lui. Du débarquement. Le débarquement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a choisi cette fois-ci de promouvoir des personnalités qui, pour le coup, vont prendre la lumière. Alors qu'avant, il ne souhaitait pas. Je pense justement à Gabriel Attal, etc. Il veut aussi redorer l'image de la France à l'international. Ils vont prendre de la lumière, mais sans faire de Londres au chef de l'État. Oui, en tout cas avec leur style. Alors c'est sûr que Rachida Dati, il y aura un sujet quand même qui va se poser. Ça va vous paraître très Paris Match, mais on se rappelle 2007, 2008, c'était ces grandes robes Dior, sa façon aussi de s'habiller, de se présenter, etc. Oui, mais on est habitué à une forme de quand même... je ne vais pas dire d'humilité, mais au sein du gouvernement aujourd'hui, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ce type d'image, les mêmes images un peu bling-bling que lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Brigitte Macron est sponsorisée par Louis Vuitton. Et on va voir du coup ce qui va se passer de ce côté-là et comment aussi ça va être perçu par l'opinion. Moi, je trouve que ça va m'intéresser. Et le dernier point, c'est qu'il faudra regarder aussi le 24 février. Donc ça, c'est le premier rendez-vous qu'elle aura avec le monde de la culture, avec la cérémonie des Césars. Ouais. En fait, on va peut-être lui poser la question sur ce qu'elle pense de Depardieu et je pense que sa réponse aura probablement une influence et un impact avec le milieu du cinéma. Vous avez raison. Le président de la République a fait un nouveau gouvernement. Il a fait 2 coups dans ce nouveau gouvernement. Rachida Dati, j'aurais dû dire l'inverse, et Gabriel Attal. Ouais. Est-ce que ça va suffire ? J'en suis pas sûr. Bah moi non plus. Je suis pas sûr. Pour un an, 6 mois peut-être. Ce qu'on retient également, donc, c'est ce virage, ce léger virage à droite, ce gros virage à droite, selon l'interprétation des uns ou des autres. On a bien compris, Éric, avec notamment cette nomination qu'on vient de commenter longuement, celle de Rachida Dati, la patte de Nicolas Sarkozy a poussé pour que ces figures de droite entrent au gouvernement. Ça fait longtemps qu'il plaide pour un accord de gouvernement et pour l'instant, ce ne sont que des débauchages individuels. Oui. Bah, vous vous souvenez que le président Macron avait confié parmi les missions qu'il avait confiées... Une alliance en bonne et due forme avec LR, c'est pour quand ? À Elisabeth Borne, il lui avait confié cette mission. Alors, moi, je ne crois pas du tout à une alliance en bonne et due forme par le sommet entre LR et macronistes. Parce que, non mais, vous pouvez trouver que c'est dommage, mais... Ça veut dire que de toute façon, bien sûr, c'est le baiser de la mort. Et n'est-il pas déjà mort ? Non. Il y aura les municipales, les 26, ils vont avoir... Non, ce qui risque d'être tragique, c'est le résultat aux européennes. C'est pas non plus. Ce ne sont pas les législatives et c'est encore moins une présidentielle. Non, mais ce sera un signal important. Il ne faut pas survendre non plus les européennes et leurs résultats. On va parler des JO 15 jours après, ça sera... S'il vous plaît. Les échéances des 6 prochains mois font qu'en effet un accord n'est pas envisageable. Mais pourquoi pas dans un second temps Non, je ne vois pas d'intérêt des LR de se marier avec les macroniens. Aucun intérêt. Surtout que le macronisme sera terminé en 2027. Si Rachida y est allé... Il reste une force d'appoint, comme l'a dit Jordan Bardella. Oui, pour l'instant, tu as raison, pour l'instant, ils ne sont qu'une force d'appoint. Ils ne le seront de temps en temps. De temps en temps. Julien, si, sur l'immigration, ils ont leur mot à dire. Ayez en tête qu'en 2026, les élections municipales, et on sait très bien que le macronisme là-dessus n'est pas du tout fort au niveau local. Donc, à nouveau, ils vont pouvoir montrer qu'ils sont des baronnies du côté de LR. Et les élections régionales auront lieu en 2028. Donc, ils ne sont même pas obligés de se positionner réellement pour la prochaine élection présidentielle de 2027. Il faut quand même voir que les principaux ténors de la droite aujourd'hui sont des présidents de région. Donc ça, ce calendrier électoral, il est vraiment crucial à comprendre. Et les élections européennes, vu qu'ils se sont déjà pris une tollée la dernière fois, de toute façon, vous savez, ils s'y habituent. Non, mais ça n'a pas l'importance qu'on lui donne parfois dans les médias français. Mais en revanche, pour bousculer, j'ai vu Éric Tegner faire un peu la moue lorsque j'ai demandé si le RN pouvait sortir fragilisé de ce nouveau gouvernement. Sur la forme, pas vraiment. Il faudra attendre évidemment de connaître les premières mesures et de voir le cap fixé par cette équipe, par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Mais s'il n'y a pas une grosse secousse régalienne d'ici 2027, ça le fera pas. Parce qu'en l'état, le casting ne suffit pas. Non, mais c'est pour ça que, de toute façon, le maintien d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice donne déjà cette réponse. On a vu les chiffres de l'insécurité hier, alors qu'il y a un Gérald Darmanin qui vient de LR,
qui à chaque fois essaye de dire oui, je suis là pour la sécurité, l'autorité, le même genre de choses qu'on entend avec Gabriel Attal. Et pour autant, on a toujours eu une hausse considérable. Je rappelle, plus 60% d'augmentation des faits de violence volontaire depuis 2017. Donc, c'est pas rien du tout. C'est plus de 300 000 par an. Donc ça, c'est des chiffres imputables à des gens qui se disent de la droite LR. Moi, sur Marine Le Pen et le Rassemblement national... Et peut-être que Gabriel Attal peut réussir là où Emmanuel Macron a échoué, en incarnant... une espèce de, je ne sais pas comment le définir, mais d'un populisme du centre. C'est pas de l'incarnation maintenant. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Oui, mais quand je dis incarner, c'est appliquer le fond avec. Je l'ai peut-être mal exprimé, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, sur l'immigration, par exemple, on ne se rappelle pas, mais au mois de décembre, on a beaucoup plus entendu Bruno Le Maire parler de la loi immigration. Gabriel Attal a été extrêmement discret. On ne connaît pas son positionnement. Et lorsque il s'est révélé à sa nomination à l'Éducation nationale. C'est là où il a assis vraiment ce statut de volonté de rapporter de l'ordre, de l'autorité, et de revenir à des valeurs. Et vous savez, sur Emmanuel Macron, c'est assez consensuel quand même. Ça ne relevait pas d'une prise de courage immense. Non, mais on n'avait pas entendu ça depuis un moment. Et le discours hier au commissariat, la prise de parole hier au commissariat aux côtés de Gérald Darmanin, en 20 mois, Elisabeth Borne n'a jamais tenu un discours de ce type. L'avantage de Gabriel Attal, c'est qu'il succédait à Papendiaï, ce qui lui facilitait un peu l'avantage pour parler. Oui, mais je dis même sur la sécurité, hier, aux côtés de Gérald Darmanin, il a eu un discours fort qui ne ressemblait pas à Elisabeth Borne. On verra les actions qu'il implémentera. J'ai compris. Maintenant, c'est cohérent. S'il veut agir sur la sécurité, il faudra aussi qu'il agisse sur l'immigration. Or, il me semble que sur la loi immigration qui est passée récemment, il n'a dit mot et qu'à mon avis, il n'a pas des positions extrêmement dures sur la question. Ça Pardon, Eric, évidemment la question de l'Europe derrière. Vous nous demandiez tout à l'heure de nous projeter. Moi, je pense qu'après 2024, Emmanuel Macron sait qu'il ne pourra plus gouverner. À partir de 2025, en 2025, ça va commencer justement à se préparer. Il n'y aura pas véritablement grand-chose. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se demander qu'est-ce qui va se passer cette année. Cette année, il y a 4 grands projets de loi. Le premier, c'est la loi sur le travail, une sorte de loi Macron 2. Donc on sait qu'avec Catherine Vautrin, on va réussir globalement à la faire voter. Qui est ministre du Travail et de la Santé, je le rappelle. Elle va être plutôt sur les mêmes positions libérales, etc. Donc ça va passer. Il y a le projet de loi aussi sur la fin de vie qui va être découpé en 2. Alors ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que la ministre qui justement va superviser ça était contre à l'époque le mariage pour tous. Donc elle se retrouve avec des positions qui sont un peu contraires. Mais on sait que ça va passer. Gabriel Attal, faut le rappeler, il était partisan de la GPA. Donc moi, parler de droitisation encore une fois, ça m'amuse beaucoup. Et les 2 autres projets, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi par rapport à l'immigration, le 25 janvier, le Conseil constitutionnel qui va En tout cas, on n'est pas allé chercher un ministre de gauche aujourd'hui. On n'est pas allé chercher un ministre de gauche, même s'il vient des socialistes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, ça va être beaucoup de communication. Parce qu'il n'y a pas de grand projet de loi. C'est pour ça que d'ailleurs cette question de la majorité relative, elle va être beaucoup moins importante que l'année dernière, parce qu'il n'y a pas véritablement de chantier. Comme disait Emmanuel Macron, c'est une année des fiertés. Ils vont faire que de la communication et ils vont être dans la valorisation de leur bilan. Parce que même le macronisme a besoin de valoriser son bilan pour 2024 pour préparer la prochaine échéance présidentielle.